Question participant, j'ai beaucoup de colère en moi à cause d'un traumatisme passé et je n'arrive pas à m'en libérer. Comment faire ? Ça peut prendre du temps. Il faut que tu arrives à complètement traverser ta colère. Complètement traverser pour voir ce qu'il y a derrière. Souvent, derrière la colère se cache la peur et la tristesse. Donc, qu'est-ce que masque cette colère ? Pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tu essaies de mettre un couvercle dessus. Je veux pas voir cette colère. Le problème, c'est que tu peux pas t'en libérer, puisque, comme le disait très bien Rajneesh, on peut pas se libérer de ce que l'on ne connaît pas. Et tant que tu la mets loin, tu peux pas examiner ta colère, tu peux pas voir ce qu'il y a derrière. Essaie de considérer ta colère vraiment comme un nuage. Il est sombre, certes, mais tu peux le pénétrer, tu peux l'explorer, tu peux regarder ce qu'il y a dans cette colère. Et ce qu'il y a surtout derrière cette colère. Et petit à petit, tu seras de plus en plus à l'aise avec ta colère. Et avec la colère forcément des autres. Parce que la colère des autres, si on est mal à l'aise, c'est parce qu'elle fait résonner la nôtre. Et on a peur parce qu'on a l'impression que c'est vrai que la colère peut sembler avoir quelque chose de destructeur. On peut voir des personnes qui s'emportent et avoir un comportement extrêmement destructeur. Mais quand on a réussi à examiner vraiment la colère, à la regarder de près, et on voit que finalement la colère peut pas nous atteindre, peut pas nous affecter. C'est comme toutes les émotions, c'est juste un nuage. Il est plus sombre, il est plus menaçant, mais il a la même nature que tous les autres nuages. C'est encore une fois l'idée qu'on s'en fait. Plus on apprend à être à l'aise avec ça, peu importe. J'ai eu une personne une fois dans une conférence qui s'était mis en colère par rapport à ce qu'il avait entendu. Et il s'est vraiment fâché. C'était assez extraordinaire. Puis j'ai pu aller le voir. On a échangé, on a discuté. Et puis après, il s'est vraiment apaisé. Pas de soucis. C'est rien. C'est juste des peurs ou de la tristesse que masque la colère. Et si vous arrivez vraiment à faire ça, à accueillir, vraiment la meilleure, comme je vous l'ai dit, la meilleure façon de se libérer de ces émotions, c'est de les laisser nous traverser. Parce que vous allez vous rendre compte qu'une fois l'émotion passée, vous êtes toujours là. L'émotion est passée, mais vous êtes toujours là. Elle n'a pas altéré ce que vous êtes. Et plus vous en avez conscience, parce que la conscience, c'est important que vous compreniez ça, c'est pas au niveau mental, c'est la conscience qui intègre ça. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je pense qu'elle est importante. Une de mes étudiantes, j'avais mon cabinet encore à Strasbourg, qui est des bateliers, et était infirmière, et elle avait la phobie des ponts. J'ai raconté cette histoire, mais je pense qu'elle est vraiment importante, même je vais la répéter, parce que pour pallier à ça, parce que ceux qui connaissent Strasbourg, c'est entouré d'eau, et donc elle qui avait la phobie des ponts, c'était une catastrophe pour elle. Donc elle prenait le bus. Elle pouvait passer le pont quand elle était dans le bus, donc ça allait. Et puis elle me dit, bon, c'est très handicapant parce que comme elle est infirmière et qu'elle doit faire des visites, parfois c'est très compliqué. Et donc on dit, il faut vraiment que j'arrive à me débarrasser de cette phobie. Donc je lui dis, tu vas, je dis, pratique, visualisation, imagerie mentale. Je dis, il faut que pour arriver à se débarrasser d'une situation, il faut déjà essayer. Il faut que le cerveau, votre esprit, envisage la possibilité d'arriver à s'en libérer. Tant qu'il n'envisage pas que c'est possible, ça reste une situation de fait dans laquelle vous êtes enfermé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc tant qu'on ne conçoit pas qu'on puisse vivre autre chose, eh bien on reste coincé dans ce processus. Et c'est vrai justement pour toutes les difficultés que vous rencontrez. Donc je lui ai dit, essaie d'imaginer que dans 10 ans, tu n'as plus ce problème. Est-ce que ça te paraît possible ?
Elle me dit, oui, dans 10 ans, oui, ça me paraît possible. En fait, d'abord, je lui avais donné 5 ans, elle me dit, ouais, 5 ans, non, ça me paraît un peu court. Donc, bon, 10 ans. Alors, je lui dis, dans 10 ans, t'es débarrassé. Bon, elle me dit, ça fait un peu long, mais bon. Mais ça me paraît possible, que dans 10 ans, je sois débarrassé de cette difficulté. Je lui dis, d'accord. Donc, je lui dis, maintenant, tu vas vivre ça. Je lui dis, tu vas imaginer cette situation, et tu te vois dans 10 ans, parfaitement libre. T'as plus cette phobie, tu te vois en train de marcher sur les ponts, etc. Il n'y a pas de problème. Et donc là, son cerveau pouvait envisager parce qu'il dit c'est loin. Donc je suis pas en danger, je peux y aller. Donc imaginez. Mais qu'est-ce qui s'est passé en faisant ça? Eh bien, elle a commencé à se dire, mais tiens, mais finalement c'est possible. Elle a commencé à intégrer le fait que c'était possible de vivre ça, de vivre sans phobie. Donc elle a commencé à l'accepter. Et puis après, je lui dis, amuse-toi, tu fais... imagine-toi maintenant dans 5 ans. Est-ce que ça te paraît maintenant, ça faisait une semaine qu'elle pratiquait, je lui dis maintenant, essaie d'imaginer, est-ce que dans 5 ans, ça te paraît possible maintenant? Elle m'a dit, ouais, peut-être finalement, ça peut le faire. Dans 5 ans, d'accord, ok. Puis donc elle a pratiqué comme ça, donc elle a imaginé le truc. Et puis, bon, elle a continué à pratiquer, et puis je lui dis, maintenant, on va essayer de passer à quelque chose de plus concret. Je lui dis, tu vas venir avec moi. Parce qu'elle m'a dit, bon, je vais pas traîner ce truc encore longtemps. J'ai dit, tu vois, parce que ta conscience n'a pas encore intégré le fait que qu'il n'y a pas de danger, il n'y a aucun risque. Et donc, mon cabinet était pratiquement en face d'un pont. Et je lui dis, bon, tu viens avec moi. Et donc on va sur le pont, et puis je lui dis, tu vas traverser avec moi. Non, je peux pas, je suis pas prête, je sens pas, je peux pas. Je lui dis, si, tu viens avec moi, et on va traverser le pont. Donc elle m'avait pris le bras, et puis on a traversé le pont, elle m'avait enfoncé ses ongles j'étais vraiment marqué d'ailleurs. Je lui dis, ça va, tu peux te détendre, c'est bon, on marche. Puis on a traversé, je lui dis, tu vois, t'es toujours là. Il dit oui, mais bon, allez hop, on recommence. Puis on l'a fait plusieurs fois. Et je lui dis, on recommence la prochaine fois. Donc on a refait plusieurs fois. Puis la fois d'après, je lui dis, je vais de l'autre côté, et toi, tu traverses toute seule. Donc elle me dit, non, je peux pas. Je lui dis, si, tu peux. Non, je peux pas. Je lui dis, écoute, c'est simple. Si tu veux que je t'aide, tu le traverses, sinon je laisse tomber. Tu te démerdes avec ton truc, je lui dis, je veux quelqu'un qui s'implique. Donc je suis allé de l'autre côté, et je lui dis, tu me rejoins. Bon, elle l'a fait en courant. Mais elle l'a fait. Et ça, c'est le plus important. Je lui dis, tu vois, tu l'as fait. Donc je lui dis, maintenant tu refais dans l'autre sens. Puis on a répété, elle a plus de phobie aujourd'hui, c'est terminé. Elle a fini par complètement intégrer, a dépassé son truc, elle a accepté ses émotions. Elle m'a dit pendant un certain temps, pendant à peu près un an, elle avait dit un petit serment comme ça, au cœur, mais elle le faisait quand même. Donc je lui ai dit, c'est bien, puis maintenant c'est complètement fini. Voilà, c'est pareil. Donc si vous avez des situations comme ça qui vous paraissent impossibles à vivre ou à accepter, projetez-vous dans l'avenir, essayez d'imaginer jusqu'à ce que votre esprit intègre le fait que c'est possible. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut vraiment que vous intégriez que c'est possible. Parce que si vous n'avez pas de porte de sortie, si vous n'avez pas une autre option, vous restez coincé dans la situation dans laquelle vous êtes. Et ça marche vraiment très très bien. Pour ça, je vous ai dit, rien ne peut se réaliser qui ne soit déjà en vous. Si vous avez compris que tout ce que vous vivez est une émanation de votre esprit, eh bien vous avez une clé absolument extraordinaire. Faites exister ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et donc vous l'imaginez, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, et puis vous rapprochez l'échéance, et vous la vivez, et vous devez vraiment la vivre, comme si ça existait déjà, parce que votre futur, il est là, maintenant. Et si dans vos pensées, il n'y a que du doute, de l'incertitude, et qu'il n'y a rien de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qui se manifeste? Comme je ne cesse de le dire, si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil pour la guérison, vous imaginez dans le futur, libéré de votre difficulté. J'ai vu tellement de guérisons complètement improbables que je me dis, why not? Why not? Si vous comprenez que
tout résulte d'un ensemble de causes et de conditions. Tout le truc que vous connaissez maintenant, que vous avez parfaitement intégré. Vous vous dites, la bonne santé résulte de tout un ensemble de causes et de conditions, donc à moi de réunir ces causes et ces conditions. Et une des grandes conditions, c'est la confiance, ou la foi si vous préférez. Alors vous dites, oui, mais si ça marche pas, et que je fais tout ça pour rien, ben au moins vous aurez essayé. Parce que vous ne saurez jamais si ça peut marcher si vous ne le faites pas. Donc vous restez au bord de la piscine, vous ne descendez jamais dans l'eau, et vous ne saurez jamais si vous pouvez nager. Et vous détesterez les autres quand vous les verrez en train de nager et de s'amuser dans l'eau. Question participant. Je n'arrive pas à faire le deuil d'une relation depuis environ 1 an et demi. Comment faire pour passer à l'étape d'après ? Imagine que tu vas pas rester seul. Ou peut-être que si. Mais au cas où. Il faudrait pas que ça te freine, justement. Ouais, mais là, tu tournes dedans. Hein. Là, t'es en train de mariner. Hein. Ça, tu en sors pas. Il faut que tu aies une porte de sortie aussi. Parce que c'est pour pouvoir faire le deuil aussi, c'est bien que tu te dises quel serait mon futur. Quel serait mon futur avec quelqu'un d'autre. Et de le faire exister. En toi. Parce que là, pour l'instant, tu marines. Ça fait 1 an, donc il est peut-être temps d'essayer autre chose quand même. Le deuil, ça peut aller très vite. Ah, c'est fini. Quel est le cadeau que tu veux te faire? En fait, il y a quelque chose que tu n'as probablement pas digéré dans ta relation. Enfin, dans le fait de cette rupture. C'est pas complètement le deuil. À mon avis, il y a un truc que tu n'as pas digéré. Qui te reste sur l'estomac. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est que pour ne pas retomber dans le piège de la situation dans laquelle on s'est trouvé, c'est aussi clarifier ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment très important. Parce que, encore une fois, on va obtenir exactement ce qu'on a déjà créé. Donc on le fait aussi en parallèle. Et en faisant aussi, ça peut éclairer par contraste. Parce que si tu clarifies un peu plus et tu fais exister ce que tu veux, ça te permet d'avoir beaucoup plus de détachement par rapport à ta situation actuelle, à ce qui s'est passé, et de voir ce qui s'est passé et comment vous en êtes arrivé là. Et là, c'est plus facile à dire, bon ben, je dégage le truc. Bah, je sais pas, imagine que jusqu'à aujourd'hui, tu bouffais des croûtes de pain, que t'avais rien d'autre, et puis quelqu'un te sert un mets délicieux. Tu dis, mais attends, c'est génial, c'est plus facile à abandonner les croûtes de pain quand même. C'est important dans une relation d'établir... j'aime pas le mot règle, parce que j'ai toujours détesté les règles. C'est d'établir un consensus et de se dire, voilà la relation à laquelle j'aspire. Est-ce que c'est le même genre de relation auquel tu aspires? Et s'il y a quoi que ce soit, parce que c'est important, une relation, comme je disais, c'est ce qu'on met dans la relation. C'est important aussi de lever les non-dits, de dire s'il y a quoi que ce soit qui te paraît dysfonctionnant, c'est important de soulever la question pour pouvoir en parler, d'échanger et de repartir sur de bonnes bases. Parce que c'est important dans la relation, c'est comme dans la vie en fait, c'est tout simple. Pourquoi nous faisons les choses? Pourquoi nous entreprenons ce que nous entreprenons? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Dans la relation, c'est important de remettre régulièrement la motivation au goût du jour. Qu'est-ce qu'on veut ensemble? C'est quoi la relation que nous voulons construire ensemble? Et souvent on est là, on se dit bon, les choses doivent se passer comme elles doivent se passer, du moment que l'autre répond à mes désirs, tout va bien, ça fonctionne. Mais à un moment, ça fonctionne plus justement. Parce que vous êtes 2 êtres qui évoluez. Vos sentiments changent, vos motivations changent, vous évoluez, ça change. Et ça, c'est important de le savoir, d'en avoir conscience. Parce que vous vous figez, vous pensez que ça va durer toujours, qu'il ne se passera jamais rien, que n'importe quoi peut arriver, même un accident, par exemple, une maladie, vous y attendiez pas.
Et dans la relation, c'est vraiment important. Et comme dit Dalai Lama, je suis d'accord avec lui, c'est aussi dans la relation, toujours en toile de fond, l'amour, la compassion. Mais l'amour, pas l'amour attachement, l'amour inconditionnel. L'autre est un être à part entière qui aspire au bonheur. Et le jour où tu arrives d'ailleurs à faire ça, à te détacher suffisamment de l'autre et de lui souhaiter tout le bonheur du monde, de se libérer de ses obscurcissements mentaux, de s'établir dans la conscience de sa vraie nature, là vous avez suffisamment de détachement pour considérer que l'autre ne vous appartient pas. On en a parlé, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les parents, mais c'est vrai pour le compagnon ou la compagne. C'est écrit de nulle part qu'il doit rester avec vous tout le temps. Sauf si vous avez signé un contrat, vous avez dit je signe avec toi, je resterai jusqu'à ma mort avec toi. Donc si ensemble vous vous êtes dit ça et que vous l'avez scellé, donc vous ne dérogez pas à la règle, mais je doute que ça marche. Puisque tout est changeant, tout est changement. Mais déjà dans la relation, si vous êtes capable, avant même, je dirais même, avant même qu'elle se réalise, avant même qu'elle se construise, d'avoir cet amour, je dirais même avant même de rencontrer la personne à qui vous aspirez construire une relation, aimez-la même avant qu'elle arrive dans votre vie. Vous partirez déjà sur une excellente base. C'est-à-dire que je suis capable de voir l'autre comme un être à part entière, qui aspire au bonheur, qui aspire aussi, et justement pour ça, puisse-t-il être libre de ses obscurcissements mentaux, puisse-t-il réaliser sa vraie nature, d'éveiller de la compassion en lui-même, etc. Et ça, ensuite, vous le maintenez. Et dans une relation, c'est important de continuer à avoir cette bienveillance et cet amour pour l'autre. Et même d'être capable de dire à l'autre, écoute, je peux entendre, si je peux concevoir si, comme on évolue tous les deux, que ce qu'on vit ensemble ne te convient plus, que tu souhaites arrêter à tout instant, vous devez être capable de faire ça. Parce que c'est, encore une fois, c'est marqué nulle part qu'on doit rester avec l'autre. Il n'y a pas d'obligation. Dès que la relation devient une obligation, c'est tout pourri, il n'y a plus de bonheur. Et là, si vous restez avec l'autre, c'est parce que vous êtes bien. Pas parce que, pour de mauvaises raisons. Parce que vous avez peur d'être seul, parce que... Question participant. Comment envisager une relation quand on a vécu un sentiment de trahison ? Accepter d'avoir une relation et regardez ce que ça réveille. Regardez cette peur, essayez de l'examiner. Qu'est-ce que ça a réveillé en vous, le fait que cette personne bien soit allée voir ailleurs ? Parce que là, vous êtes dans le jugement et ça vous empêche de voir la situation telle qu'elle est. C'est toujours, rappelez-vous, les obstacles ne sont pas à l'extérieur, ils sont en vous. Votre vie, c'est une émanation de vos perceptions. Si ça vous arrive, ça ne vous arrive pas par hasard. Et regardez, c'est toujours quelle perception ça réveille en vous. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Et ça, c'est ça que vous devez dégager. Et après, c'est bon. Et après, recréer une relation, et peut-être qu'elle vous trompera, peut-être pas. Vous n'avez aucune garantie, mais ça dépend ce que vous mettez dans la relation. Pourquoi est-ce que cette personne s'en va? Pourquoi elle n'est pas restée avec vous? En sachant de toute façon que c'est un mauvais plan, parce qu'on sait très bien, statistiquement, que 90% des relations, ce type de relation ne marche pas. Question participant. Comment faire pour avoir un travail dans lequel je me sens bien ? C'est toujours le regard que vous posez sur les situations. Vous voyez, le mot travail, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Le fameux tripalium, et comment ça a évolué. Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils travaillent sur eux, d'ailleurs. Vous dites, mon Dieu, les gens aiment bien travailler. Moi, je trouve ça épouvantable. Un jour, j'ai vu, pour moi, ça a été une source d'inspiration extraordinaire. C'était, comment il s'appelle
Pierre Richard qui a dit « Moi, je voulais que ma vie soit une récréation ». Elle est parfaitement réussie, hein, c'est vraiment une récréation. Et je me suis dit, bah, moi aussi, il faut que ça soit une récréation, parce que si c'est pour bosser comme un âne tout le temps, c'est et surtout bosser dans des plaisirs, avoir une activité, parce que quelque part, je pourrais dire que je suis un bosseur, parce que j'adore, mais j'aime. J'aime beaucoup et je compte pas mes heures, mais c'est une jubilation. C'est un bon. D'ailleurs, même parfois, faut que je me freine un peu parce que et mon corps me le dit en disant bon. Et là, j'écoute mon corps qui me dit bon, on va peut-être un peu prendre des vacances. Donc là, j'ai pris des vacances. Je suis venu faire une retraite. Et donc. C'est important, c'est toujours la perception. C'est toujours une question de perception. Quel rapport vous entretenez avec la relation avec l'autre, quel rapport vous entretenez avec l'argent, quel rapport vous entretenez avec le travail, quelle est votre vision, quelle est votre perception. Et ça, vous pouvez le changer. Tout le monde peut le changer. Tu peux te voir, là c'est pareil, tu fais exactement comme pour la phobie, c'est pareil, tu t'imagines dans l'avenir, ayant une activité, et tu t'amuses. Et tous les soirs, tu te répètes, j'exerce mon métier avec bonheur. Jusqu'à ce que le bonheur s'associe à l'activité. S'associe même, tu peux même dire, je travaille avec plaisir. Et que ça s'associe de plus en plus dans ton esprit. Parce qu'on est dans une culture d'andouille, parce que pour nous, effort égale contrainte. C'est inscrit. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Bref, tu dois en chier. Et on a gardé ça dans notre esprit. Mais quand j'ai rencontré les bouddhistes, je me disais c'est extraordinaire parce que ils pratiquent, ils appellent l'effort joyeux. Ils sont toujours joyeux. Mais quand ils travaillent, pour ce que vous appelez le travail, ils sont joyeux. Et d'ailleurs même les entreprises en Occident, ils adorent les embaucher parce qu'ils ont une telle concentration et ils sont assez sidérés parce qu'ils se laissent pas. C'est pas des gens dispersés justement. Ils sont vraiment concentrés. Ils sont là mais ils sont toujours avec cette bonne humeur. C'est assez extraordinaire. Mais nous, on a cette empreinte inscrite dans notre inconscient collectif. C'est effort égale contrainte. Et c'est pour ça que souvent les gens ont du mal de se mettre à la pratique parce qu'ils se disent je dois faire un effort. Pour pratiquer la méditation, je dois faire un effort. Donc ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à associer la pratique et le plaisir. Faites un effort joyeux. Associez effort et joie. Faites un effort joyeux. L'activité, c'est tout l'ensemble, hein. C'est pas juste ce qu'on fait, parce que quand je dois récupérer les factures pour donner au comptable, c'est pas ce qui me réjouit le plus, mais on le fait, et tant qu'à le faire, je le fais joyeusement, et comme ça lève les contraintes et les tensions inutiles. De toute façon, c'est pareil, c'est comme lorsque je disais, si vous avez un problème, que vous avez une solution, vous n'avez pas de raison de vous en faire. Enfin, moi, je ne veux pas vous la refaire, mais c'est pareil. Il y a des choses que vous devez faire, vous n'avez pas le choix. Moi, je suis bien obligé de m'occuper de ma compta. Bon, j'ai un comptable qui s'en occupe, j'ai une assistante qui s'en occupe en grande partie, mais je dois quand même récupérer les factures. Je me dis, mais si je dois le faire, c'est pas la peine non plus de me mettre la rate au courbouillon parce que je dois le faire. Donc je fais ça spontanément, sans me mettre en me disant fais chier, il faut que je trouve cette facture, etc. Si je le fais dans cet état d'esprit, ça va pas rendre ma journée joyeuse. Donc tant qu'à faire, autant le faire joyeusement. Donc si vous avez des choses à faire que vous pouvez pas faire autrement que de les faire, eh bien faites-le joyeusement. Si vous considérez toutes les situations, quelles qu'elles soient en fait, sont autant de chances d'apprendre, donc d'élargir son champ de conscience, donc d'élargir son champ de possibilités. Donc c'est toujours du bénéfice. Donc il n'y a pas de contrainte. Je vais vous raconter une histoire, c'est très personnel. Quand j'étais tout jeune, j'ai rencontré une jeune femme avec qui je me suis lié. C'était, on va dire, bon, j'ai quelques petites relations avant, mais j'avais 17 ans à l'époque, donc je peux dire, j'étais tout jeune. Donc je suis très attaché avec elle, on est resté 3 ans, et
il m'est arrivé exactement ce qui vous est arrivé. Non, mais moi, c'était même mieux. C'est qu'elle n'arrêtait pas de me tromper. Et je tombais chaque fois sur ses amants. Et elle a fini par me quitter pour un homme marié. J'avais 19 ans. J'avais l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. En plus, elle m'avait appelé en me disant « je veux plus te voir, c'est fini, etc. » Bon, ok. D'accord. Et là, et c'était très drôle, juste pour la petite anecdote. À ce moment-là, au moment où elle me dit ça et que je raccroche, j'entends à la radio une chanson « Et maintenant, que vais-je faire ?» Je dis, il n'y a pas de hasard. Mais ça a été une très grande leçon. Ça a été vraiment une très grande leçon. Parce que je me suis dit, l'amour, ça ne peut pas être douloureux. Ça ne peut pas être aussi douloureux. Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être de l'amour. Et j'ai compris une chose, c'est que cette femme, je la remercie aujourd'hui du fond du cœur parce qu'elle m'a guéri de ma possessivité. Parce que j'ai compris que l'autre ne nous appartenait pas. Que ce n'est pas notre propriété. Et qu'il ne nous doit rien. Et à partir de là, j'en ai fait une habitude, c'est systématiquement, dès que je rencontrais quelqu'un, et je faisais exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'aimais pour ce qu'elle était. Et je lui souhaitais vraiment, sincèrement, d'être heureuse. Que ce soit avec ou sans moi. Parce que l'autre n'est pas ma propriété. Elle ne m'appartient pas. Et bien, je peux vous assurer que ça change tout. Et que vous ne vivez plus dans l'appréhension, vous ne vivez plus dans la peur. Et quand il n'y a plus de peur, quand il n'y a plus de crainte, eh bien, vous êtes disponible pour créer une relation authentique et heureuse, dans laquelle vous allez vous épanouir, dans laquelle vous allez apprendre. Et toutes vos relations, quelles qu'elles soient, seront toujours enrichissantes, que l'autre s'en aille ou pas, que l'autre reste ou pas, peu importe. Parce que vous réalisez que la relation, c'est vous qui la faites exister. Et que la personne qui entre dans votre vie n'entre pas par hasard dans votre vie. Question participant. Je n'envisage pas de relation de couple, comme si je me l'interdisais. Le masculin chez l'homme réveille des peurs chez moi. Comment surmonter ça? Je vois le truc. En fait, tant que tu n'as pas dégagé ça, il y a une empreinte qui est restée chez toi, c'est que tu associes le masculin avec quelque chose de dangereux. Donc il faut que tu arrives à voir, parce que c'est, encore une fois, c'est ces histoires de composantes yin-yang. Le yang est indispensable à l'équilibre, comme le yin est indispensable à l'équilibre. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre. Et il faut que, là c'est pareil, tant que ton esprit ne conçoit pas qu'un homme masculin, avec justement même ce qu'on pourrait appeler un yang fort, peut-être, comment dire, tu peux avoir une relation heureuse et accomplie avec, effectivement, tu vivras toujours avec cette crainte. Donc, tu vas la mettre au loin. Pour l'instant, tu trouves ce consensus de dire, bon, ben, je suis bien avec moi. Et c'est très bien parce que c'est une étape très importante. Avant, comme je ne cesse de le dire, avant d'établir une relation avec les autres, c'est important d'avoir une bonne relation avec soi-même. Et si quand vous commencez à être bien avec vous, là, vous pouvez envisager d'avoir une relation avec l'autre parce que votre bonheur ne dépendra pas de l'autre. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est-à-dire que l'autre, il n'est pas là pour vous apporter le bonheur, il est là pour partager des choses avec vous, de créer une relation ensemble dans laquelle vous allez trouver ce que vous voulez. Et là, c'est pareil, il faut que tu prennes le temps de définir ce que tu veux, de clarifier exactement ce que tu veux, le profil de personne que tu veux avoir, parce qu'encore une fois, tant que ça n'existe pas en toi, ça n'existera pas à l'extérieur. Donc maintenant, tout ce que tu as vécu, comme disait, comment il s'appelle cet acteur, Jim Carrey, tout ce qui vous arrive de négatif, c'est autant de chances de clarifier ce que vous ne voulez pas. Donc maintenant que tu sais ce que tu ne veux pas, maintenant tu peux faire exister ce que tu veux. Voilà, et il n'y a plus qu'à. Mais quand tu auras quelqu'un, en fait il faut que tu trouves un homme qui est bien à sa place, et qui te laissera pas lui voler sa place. Tu diras chacun son fauteuil, tu as ton fauteuil, moi j'ai le mien, et là on est bien.
Et là, ensemble, on peut avoir un partage. Mais si tu commences à essayer d'avoir un ascendant sur l'autre, effectivement. Mais il faut que dans ta liste, tu trouves quelqu'un qui soit capable d'être suffisamment affirmé, suffisamment confiant, mais qui n'a pas besoin d'agresser, parce que souvent on confond s'affirmer et agresser, ce qui n'est pas du tout la même chose, qui a suffisamment d'aplomb pour te dire non, là tu débordes. Parce qu'on déborde tous à un moment ou un autre. Et l'autre, il est un peu là pour nous rappeler. C'est pour ça que disait Dr Bach, qui est un spécialiste du couple, il dit si quelqu'un vous marche sur le pied que vous dites pareil, il ne saura pas qu'il vous a marché sur le pied. Et de temps en temps, mais il faut que vous soyez capable de dire à l'autre, t'es en train de me marcher sur le pied là. Mais vous n'avez pas besoin de l'agresser pour autant. Si vous n'allez pas faire un mufle, il sera capable d'écouter et de dire désolé, j'ai pas fait gaffe, j'ai manqué de vigilance. Donc, tu dois inclure dans ta relation ce qu'on appelle tout simplement le respect. Finalement, tu réclames à ces hommes trop gentils d'être un peu plus masculins, d'être un peu plus mec, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'ils forcément ils sont gentils, ils te mettent pas en danger. Ah oui, mais c'est pas équilibré. Question participant. Je suis très mal à l'aise avec mes émotions, notamment mes peurs. J'ai tendance à les refouler. Comment faire pour les accepter? Explore tes sensations, explore ce que tu ressens. Regarde-le de près pour que tu réalises qu'il n'y a pas de danger. Tu risques rien, c'est juste des pensées et des émotions. Donc amuse-toi à explorer à petite dose, tu vas tout doucement, puis jusqu'à ce que tu lâches les vannes et tu te laisses traverser par ce que tu ressens. Regarde toutes les émotions que tu as vécues depuis que tu es jeune. Tu es toujours là, tu n'es pas morte. Ça t'a pas tué. Et ça ne te tuera jamais. Donc, où est le problème? Alors moi je te propose un truc, c'est quand tu rentres, tu t'inscris, tu vas faire du saut à l'élastique. Ou saut en parachute, ou... Je plaisante. Mais peut-être par petites touches, mais commence à... Regarde, effectivement, tu vis plein d'émotions ici, et tu vas pas mourir. C'est que tes émotions. Aime-les, tes émotions. Elles te font voyager, c'est comme quand tu surfes sur la vague. L'émotion, c'est la vague. Toi, il faut que tu sois comme le surfeur. Mais si tu l'acceptes pas, tu te fais engloutir dans la vague. Question participant. J'ai un talent dont j'aimerais faire bénéficier les autres, mais j'ai des freins. Je pense qu'il peut te permettre de dépasser ça, c'est de penser au service que tu vas apporter aux gens. Tous ces gens à qui tu vas apporter tes soins, toutes ces personnes qui vont bénéficier de tes talents, et tu te diras, bon, l'informatique, c'est rien, c'est épisodique, c'est un petit passage qui peut être forcément agréable, mais après, tu verras plus l'informatique de la même manière, mais comme un outil, au contraire, à ton service, et pas l'inverse, puisque on s'est rendu esclave d'un outil. L'outil ne met personne en esclavage. Je veux dire, c'est jamais personne, je sais pas, a été mis en esclavage par un marteau ou une fourche ou je sais pas quoi. Eh bien, l'informatique, c'est la même chose. On se rend dépendant, mais c'est nous qui nous rendons dépendants du truc. Moi, j'avoue que si je pouvais me passer d'un ordinateur, je serais l'homme le plus heureux. Mais bon, ça fait partie. Je suis quelque part, je l'utilise, mais j'utilise parce que, en même temps, je trouve que c'est une source d'information extraordinaire parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on n'a jamais eu autant de possibilités d'accéder à l'information aujourd'hui, et je trouve que pour ça, c'est quand même extraordinaire. Je vois aussi les côtés désagréables parce qu'on pollue énormément la planète avec ça. C'est catastrophique et j'espère que ça va aller évoluer dans le bon sens. Mais pour l'instant, je me dis c'est un outil qui est mis à ma disposition que je peux utiliser pour toucher des milliers de personnes, voire des millions de personnes. Et je me dis, grâce à ça, aujourd'hui, grâce à cet outil extraordinaire, vous êtes tous là. Vous avez tous vu des vidéos YouTube, vous avez accédé à l'information qui est transmise, et je me dis, c'est quand même extraordinaire. Donc dis-toi que grâce à cet outil, tu vas permettre à des tas de gens d'accéder à des soins. Ils vont pouvoir te connaître, ils vont pouvoir en bénéficier de tes talents, de tes capacités, et je me dis, c'est quand même dommage de les en priver. Et je pense que effectivement la façon de penser est quand même très importante. Ça, tu vas voir, petit à petit, ça va cheminer, et puis tu passeras le cap, et tu te diras, bon, c'est vrai que voilà, je peux passer au-dessus de ça pour permettre à tous ces gens d'avoir ces soins.
Mais pense toujours au service que tu rends. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé parce que j'ai demandé un jour à Gérard Durus, quand je voyais comment il était à l'aise en public, mais je lui ai dit comment tu fais, il avait jamais le trac. Il était avec les gens comme il était avec une personne seule, quoi. Il était aussi à l'aise. Je lui ai dit, mais tu fais comment? Il dit, je pense au service que je rends. Et du coup, j'ai pas le trac. Et bien, moi aujourd'hui, c'est pareil. Je me préoccupe pas, je connais pas le trac. Je sais pas, il y a des personnes qui me disent des années après, devant un public, ils ont encore le trac. Moi, je connais pas. Parce que je me dis, c'est des amis, je leur partage, je leur partage le fruit de mon expérience, et si ça peut leur être salutaire, ben j'en suis très heureux, et du coup, ça ne me crée aucune difficulté. J'aime les gens. Et c'est pour ça que je fais ça. Le matin, je me lève, c'est l'amour, la compassion qui me fait lever, et qui me fait continuer, qui me fait transmettre, qui me fait partager tout ça. Et ça lève toutes les barrières. C'est d'imaginer, vous êtes sur le toit de l'immeuble, votre enfant est sur l'autre immeuble en face. Il est blessé. Et il y a peut-être même une urgence. Mais vous avez le vertige. Et vous avez qu'une solution, le temps que les secours arrivent, ça va mettre du temps. Eh bien, l'amour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous faire prendre la planche, la mettre entre les deux immeubles, même si vous devez vous mettre assis sur les fesses, mais vous allez traverser. Vous ne vous laisserez, il n'y a rien qui vous freinera. Et vous n'écouterez pas votre vertige. Mais c'est ça l'amour. Ça ne vous freine plus, il n'y a plus aucun frein. Eh bien, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Aime les gens que tu vas soigner. Et tu vas voir comme ça décolle. Bah oui, mais encore plus. Pour que même l'informatique ne te freine pas. Et messieurs, aimez les femmes. Et elles vous le rendront bien. N'attendez pas qu'elles soient conformes à vos désirs, qu'elles se plient à votre ego. Aimez-les telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont. Et même si de temps en temps, vous avez l'impression qu'elles vous cassent les pieds, c'est pour votre bien. Question participant, comment se fixer un objectif et surtout l'atteindre? Commence d'abord par y penser tous les jours à ton objectif. Pas forcément le visualiser, mais déjà y penser tous les jours. Et penser à ce que serait ta vie si tu avais réalisé cet objectif, tout ce que ça pourrait t'apporter au quotidien, etc. Puis après, tu passes à la visualisation. Tu commences à imaginer la situation dans l'avenir, comment ça serait, etc. Puis tu commences à le faire exister. Sans te préoccuper des résultats, sans se dire faut que ça arrive ou que ça arrive pas. Parce que souvent, c'est le phénomène bloquant dans les objectifs, c'est que on veut. Il faut que ça arrive. Non, faites-le exister. Et à un moment ou un autre, ça va commencer... plus tu vas le faire exister, plus ça va apparaître comme une évidence. Et un jour, tu vas te dire, ah bah tiens, finalement, ça y est, j'ai réalisé ce que je voulais. Mais c'est toujours ça, les deux motivations, c'est la souffrance et la joie. Il y a un moment, la souffrance atteint un tel paroxysme, on se dit, bon, stop, j'arrête. Et visiblement, t'es pas encore tout à fait arrivé là. Donc quand on aura vraiment marre, tu te diras, pense à ton ex, il y a un moment tu as dit stop, on arrête. Donc il faut que tu arrives à faire la même chose, tu dis bon, stop, allez, dehors tout ça. Allô Emmaüs? Pour l'instant, continue à nourrir le moteur qui va en avant et à un moment, les freins deviendront plus clairs. Continue à faire exister ce que tu veux voir apparaître. Ça prend du temps, hein. On met la graine en terre, elle pousse, le temps de la germination, que ça grandisse. T'es juste au début de la conception. Donc, faut attendre que tout ça se fasse, ça prend du temps. Peut-être que ton obstacle, c'est plutôt le manque de patience. Question participant, comment faire pour concilier le mental, la conscience, la nature de l'esprit, la mort, bref, tout ce qu'on a vu depuis le début de ce stage, pour vivre en fait pleinement sa vie? Quand vous avez conscience de la nature impermanente, interdépendante des phénomènes, vous savez que, en fait, ça vous donne un détachement par rapport à ce que vous vivez. Vous avez une relation, vous savez que
Maintenant vous avez conscience que l'autre change, qu'il est comme vous, que il vit cette transformation, que ça fait partie du jeu des causes et des conditions. Et vous l'acceptez. Et vous acceptez cette situation comme une situation de fait. Vous savez que la mort va arriver, c'est plus un problème. Vous n'êtes pas là à vous angoisser, à vous dire... et vous n'êtes en plus, le fait, je prends cet exemple de la mort, le fait d'accepter pleinement qu'un jour on va mourir, mais ça vous donne une paix, une sérénité extraordinaire parce que vous n'êtes plus gouverné par la peur. Et que vous avez autre chose que de passer votre temps à contrôler les choses parce que vous avez peur. La maladie, derrière la maladie, il y a le risque de mourir. Derrière l'échec, c'est une petite mort aussi. Derrière la séparation, c'est une petite mort aussi. Mais tout ça, vous l'acceptez parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie intégrante de l'existence et vous l'intégrez comme autant d'expériences qui vous apprennent, qui vous enrichissent, qui élèvent votre niveau de conscience, qui élargissent votre champ de conscience. Donc, les questions ne se posent plus. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Et comme disait Ramana Maharshi, arrive ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver arrivera. Parce que c'est ainsi. Si vous comprenez, encore une fois, et ça c'est important d'intégrer cette notion de vacuité. La vacuité, quand vous comprenez que tout est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, c'est-à-dire ça arrive, mais on ne sait pas quelles ont été les causes et les conditions qui ont été générées antérieurement. Donc on ne sait pas ce qui nous attend au coin de la rue. On ne sait pas ce qui nous attend demain. On peut prévoir des choses, on peut envisager des choses, on peut faire exister des choses. Mais c'est, comme disait un de mes amis scientifiques, il suffit d'un tout petit élément, un tout petit détail qui va complètement tout changer sur ce qui doit arriver ou pas. Donc on ne sait pas ce qui va arriver demain dans la réalité. C'était, je trouvais ça extraordinaire, d'ailleurs Mathieu Ricard en parle, il y a un grand sage qui s'apprêtait à quitter son village, puis il a demandé à deux autres maîtres qui venaient d'arriver, il dit vous allez enseigner, mais nous on ne sait rien. Ils ont atteint l'éveil. Vous ne savez rien, pourquoi? Parce que face à l'existence c'est, comment dire, c'est insaisissable. Comme disait Digon Kyetse Rinpoche, nous sommes les enfants de l'illusion. On est face à quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu. C'est pour ça qu'on dit dans la religion chrétienne, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et c'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est effectivement impénétrable. On ne sait pas. Et chaque jour, on vit avec ce qui arrive et on compose avec et on apprend de ce qu'on arrive, de ce qui nous arrive. Et on tire bénéfice ou pas, ou on en fait une occasion de se rendre malheureux, ou on en fait une occasion de s'enrichir, d'apprendre et d'apprendre toujours encore et encore. On a toujours ces deux solutions. Comme disait Jim Rohn à propos de la réussite, si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous avez raison. Si vous pensez que vous pouvez réussir, vous avez raison aussi. Mais vous pouvez aussi vous dire, ce qui m'arrive, c'est un malheur, mais ça peut être aussi une chance. Tout dépend de l'angle sous quel angle vous le regardez, de quelle façon et vous avez ce pouvoir. La seule certitude que j'ai, en dehors évidemment de la mort et de l'incertitude du moment de la mort, c'est que on a tous cette capacité à changer nos perceptions. Parce qu'on est, encore une fois que vous avez compris que finalement, c'est tout un jeu de projection, on n'arrête pas de projeter les uns sur les autres, on projette sur le monde, on projette notre propre vision de la réalité. Mais ça, c'est notre vision de la réalité, ça n'est pas la réalité. Et c'est toutes les croyances dans lesquelles nous nous enfermons quotidiennement. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que fait un méditant? Il s'évertue à se libérer de toutes ces croyances, de toutes ces certitudes, de toutes ces, de toutes ces toxines mentales. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait rien d'autre à faire, parce que la souffrance est créée par l'esprit. C'est l'esprit qui crée la souffrance. Donc, tous les jours, il fait le ménage. C'est ça la méditation. Donc il n'y a plus de questions. Effectivement, là, il n'y a plus de questions à se poser. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de dégager tout ça. Et tous les jours, la méditation, c'est ça. On libère l'esprit, on libère, encore et encore et encore.
la vraie nature des phénomènes, la vraie nature de l'esprit. Et vous pouvez le voir par vous-même. Ce sont des choses que vous pouvez explorer par vous-même. De voir la nature impermanente, interdépendante, vide d'existence propre, d'identité propre. Ça prend du temps parce qu'on est tellement habitué à voir les choses de manière solide, d'attribuer une identité solide aux objets de nos perceptions. C'est un réflexe. Et on se fait prendre par ce réflexe. Et en fait, ça consiste à se défaire de ce réflexe. Et d'arriver à voir la nature telle qu'elle est, la nature des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, encore une fois, je le répète, impermanente, interdépendante, vide, et d'avoir conscience qu'est-ce qui crée le bonheur, l'amour, la compassion, la sagesse. Et chaque fois que vous le vérifiez, chaque fois que vous êtes dans la colère, chaque fois que vous êtes plein de colère, plein de peur, plein de négativité, vous souffrez. Et dès que vous manifestez de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, vous êtes heureux. Parce que vous baignez dedans. C'est pas dans le sens du devoir où il faut aimer les autres. Il faut pas aimer les autres. Il n'y a aucune obligation à aimer qui que ce soit. Personne n'a écrit quelque part qu'il fallait aimer les autres. C'est juste que lorsque vous manifestez de l'amour et de la bienveillance, eh bien vous êtes le premier bénéficiaire. Donc la question à vous poser, s'il y en a une, c'est de vous dire, est-ce que vous voulez le bonheur? Alors à ce moment-là, cultivez l'amour et la compassion. Et abandonner toutes ces émotions négatives. Et ça, c'est par la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, encore et encore et encore. Y a-t-il autre chose à faire? Et votre quotidien, c'est votre terrain d'entraînement. Tout ce que vous vivez, c'est votre terrain d'entraînement. Votre femme vous quitte, elle vous trompe, elle fait plein de choses, vous la détestez, c'est très bien. Elle vous donne l'occasion de vous libérer de votre colère, de vos attentes, de vos attachements. Votre patron vous licencie et vous donne la chance de devenir autonome et de créer vous-même votre vie. Vous pouvez voir un malheur, c'est toujours question d'angle de vue. Appelez-vous la femme aux deux visages. Selon l'angle sous lequel vous la regardez, vous voyez une femme laide, et sous un autre angle, vous voyez une jolie femme. C'est la même chose. Sous quel angle vous regardez la situation que vous vivez? Sous un angle, c'est un malheur, sous un autre angle, c'est une chance. Mais la situation, elle est neutre. C'est juste vous. Quel angle vous adoptez? Vous allez me dire, il y a des situations extrêmes que vous dites, mais sous quel angle je dois regarder ça? Des choses terribles, mais... il ne faut pas toujours rapporter ça à soi, mais au niveau de l'humanité. L'humanité est une personne qui évolue, qui change, qui passe par justement des conflits. C'est des crises d'ego. Hein. L'attachement au moi, c'est ça qui crée la souffrance. Quand il n'y aura plus de moi, 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 il y aura une unité. Question participant. Quand est-ce que l'on sait que notre aspiration va se réaliser? Qui rend notre aspiration vivante. Et c'est ça qui va faire que ça va, comme on dit, on le vit dans notre chair, on le vit, c'est tout notre être qui le vit. Et ça arrive à un tel point qu'à un moment, on se rend compte que cette aspiration, c'est comme une évidence. Ça peut pas être autrement. Et plus rien, en fait, à ce moment-là, nous arrête. Ça, on sait au fond de soi, de toute façon, que ça va arriver. Et que, parce qu'on s'est tellement imprégné, on l'a tellement vécu. Et là, je te recommande d'utiliser aussi, n'hésitez pas à utiliser la pratique de la suggestion. La suggestion, c'est vraiment quelque chose de très puissant aussi. Parce que par les mots, vous pouvez provoquer une vibration forte en vous. De façon à le faire exister.
Il y a même un truc que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'imaginer des gens qui sont en train de vous dire « Ah, c'est génial ce que tu as réalisé là, c'est vraiment fantastique », comme si vous le viviez, comme si c'était déjà là. Et un autre truc qui est très puissant aussi, j'ai appris par un sage aussi, qui disait « Remerciez pour ce que vous n'avez pas encore ». C'est-à-dire comme si c'était là. Ça va vous paraître incroyable, mais quand vous le faites, même moi, à chaque fois que je le fais, encore aujourd'hui, c'est assez extraordinaire parce que quand j'ouvre les yeux, ça me fait presque bizarre de voir que c'est pas là. Parce que ça devient tellement vivant, et ça rejoint la gratitude. La gratitude, on va en parler parce que je trouve que c'est un outil extraordinairement puissant. La gratitude, de remercier pour tout ce qu'on a, évidemment, des moindres petites choses, mais d'arriver même à remercier pour tous les obstacles qu'on a rencontrés, tous les gens qui ont participé parfois à notre souffrance, mais qui nous ont permis de découvrir autre chose, d'avoir ce regard, mais aussi la gratitude pour nos aspirations. Dire ce à quoi j'aspire, vous remercier comme si c'était déjà là. Essayez de vous mettre exactement dans le même état d'esprit, vous avez obtenu quelque chose, vous avez été très touché, et vous avez une infinie gratitude pour ce que, par exemple, vous apportez une personne, ou le fait de vous trouver dans la situation, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là? C'est rigolo, ça rend votre esprit de plus en plus enclin à recevoir davantage. Parce que la gratitude, c'est aussi l'indice qui montre que vous savez recevoir. Eh bien, vous pouvez déjà recevoir de ce que vous n'avez pas encore. Parce que là, vous le faites exister. C'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Donc, mettez vraiment ça en application. Vous verrez, c'est vraiment absolument extraordinaire. Vous pouvez le faire par la pensée, mais vous pouvez le faire par la suggestion aussi. D'exprimer ce merci jusqu'à ce que ça devienne vraiment sincère. Alors, au début, votre esprit va vous dire « Non mais attends, t'es débile, qu'est-ce que tu fais? Là, t'es en train de remercier, t'as pas, ce truc, il est pas dans ta vie. Pourquoi tu remercierais pour quelque chose que t'as pas encore ?» Et c'est ça, justement, le truc. Parce que quand vous remerciez, c'est pour vous, c'est une évidence, c'est là. C'est déjà là. Et comme je vous ai dit, en fait, le futur, il est déjà là. Il est déjà là. Et tout ce qui vous arrivera demain, c'est déjà là, parce que ce sont vos perceptions. Votre vie va continuer à partir de vos perceptions, à partir des perceptions que vous avez. Et c'est pour ça aussi que c'est important, je parle dans cette présentation, de l'honnêteté envers soi-même. C'est vrai que c'est la chose la plus difficile à réaliser. Mais c'est cette honnêteté qui va vraiment vous aider à changer votre vie, à faire en sorte que ce que vous ne voulez plus ne se manifeste plus dans votre existence. Quand vous serez vraiment totalement honnête, sans tricherie, de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont en vous, et vous dites oui, et ça passera inévitablement par l'émotion. Vous ne pouvez pas y échapper, ça passera inévitablement par l'émotion. Mais là, vous serez vraiment honnête, vous serez vraiment authentique. Et vous arriverez à ce point de dire « Non, j'en veux vraiment plus. C'est terminé. » Et c'est exactement ce qui se passera pour toi. Tu diras « J'en veux vraiment plus, c'est bon, j'ai fait le tour. » Parce que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, ça ne m'apporte pas satisfaction, je ne suis pas heureuse dans cette situation. Et là, tu dégages le truc et tu dis « C'est fini. » Et peut-être que c'est aussi ce qui te donne des excuses de ne pas t'ouvrir à une autre relation. Le jour où tu auras dégagé, tu te diras, bon, maintenant que je suis tout seul, je vais peut-être m'ouvrir à la possibilité d'avoir une relation.